Les invités du 19h, je vous les ai présentés il y a un instant. Tahar Benjeloun, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier une édition augmentée de l'islam expliqué aux enfants et à leurs parents. Avec nous également Yann Moix, dont le dernier livre, La Meute, est une défense de Roman Polanski face aux accusations de pédophilie. Vous êtes là d'abord pour parler politique tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yann Moix, vous vous définissez d'ailleurs dans cet ouvrage comme polanskiste. Est-ce que vous êtes sarkozyste? En fait, il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire que je ne défends ni Polanski ni Sarkozy. Je défends les gens qui sont en proie à un phénomène de meute. C'est-à-dire tous ceux qui ont à un moment T un nombre maximal de gens contre eux. Donc La Meute, ça pourrait être aussi le titre d'un livre consacré par vous à Nicolas Sarkozy. Oui, ça pourrait, mais sauf que les conséquences étaient moins graves. On ne l'a pas empêché de gouverner, on ne l'a pas enfermé. Il est enfermé à l'Élysée, mais il n'était pas enfermé dans une prison en Suisse. Et concernant Nicolas Sarkozy, je rappelle que vous aviez, il y a quelques mois, publié une tribune dans le Figaro, dans laquelle vous compariez la haine qu'ont suscité François Mitterrand et Nicolas Sarkozy. Tahar Benjeloun, vous vous définissez comme hollandais désormais. Non, j'apporte mon soutien à François Hollande de manière très simple parce que bon, je trouve que il faut qu'on change d'époque, il faut qu'on change aussi de méthode et surtout du visage. Et puis moi je trouve que François Hollande, ce qu'on lui reproche justement beaucoup de gens maintenant, il fait pas très politique. C'est pas un tueur, c'est pas un cynique, c'est quelqu'un d'humain qui parfois peut se tromper, qui parfois hésite. Parfois il réfléchit. Donc moi ça me touche ce genre de personnage. Oui. Alors que bon, alors vous avez été, je le précise, vous avez été le premier à apparaître dans la rubrique soutien du jour sur le site du candidat socialiste, Tahar Benjeloun. oui, bon, c'est le hasard. Enfin, alors votre premier argument, vous les avez déjà un petit peu dévoilés, c'est de dire que François Hollande est un homme sincère, il ne ment pas. Comment est-ce que vous en êtes sûr? Non, j'ai pas de certitude. Disons que jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui dit les choses avec son cœur, sincèrement. Peut-être qu'il a menti, j'en sais rien. J'ai pas eu la preuve d'un mensonge flagrant. Nous mentons tous un peu, mais oui, mais là, vous le jugez par rapport à l'impression qu'il vous le donne ou parce que vous le connaissez? Non, c'est l'impression qu'il me donne, parce que je connais très peu. Je l'ai vu 2 fois. C'est pas quelqu'un que je fréquente. Non, pas du tout. Mais je pense que les hommes politiques aujourd'hui sont avant tout des acteurs des acteurs médiatiques, des acteurs du spectacle. C'est ce qu'avait prévu Guy Debord il y a 50 ans. Nous le vivons déjà avec Berlusconi en Italie et ici. C'est vraiment la société du spectacle. Ça ne serait pas le cas avec François Hollande? Non. François Hollande passera aussi par là, malheureusement, parce que c'est une loi, c'est la loi actuelle. Je pense qu'en politique, dire la vérité, c'est changer de mensonge tous les jours. La vérité est toujours quelque chose de très peu immanent dans la politique. Et on s'aperçoit d'une chose par rapport aux précédentes élections présidentielles, c'est qu'on est aujourd'hui dans une société du dérapage, car c'est une société qui tweet, c'est une société qui blogue, c'est une société, avant le temps politique et le temps sociétal était un peu déconnecté. Il y avait un temps de la réflexion, à l'époque encore de Giscard et peut-être encore un peu au début de Chirac. Il y avait un temps de la réflexion politique et aujourd'hui, ils ne sont plus déconnectés. Et je vais même plus loin, c'est-à-dire que la politique est sans cesse obligée d'aller au-devant du temps sociétal. La preuve en est, c'est que les politiques eux-mêmes tweetent. Ils essayent. Et alors, il y a encore une nouveauté, c'est que le temps politique et le temps économique, alors là, sont totalement déconnectés et que c'est maintenant le temps économique qui dicte les décisions politiques, ce qui est aussi une grande nouveauté. Yann Moix, quel est votre ressenti de François Hollande? Vous venez d'écouter attentivement Tahar Benjeloun. Alors, c'est quelqu'un d'éminemment respectable. Il y a quelque chose qui me fascine chez lui, c'est qu'il était capable de perdre plus de 20 kilos. Et je me dis que la volonté d'un homme qui est capable de perdre 20 kilos et qui en plus est capable d'embrasser Eva Joly, ça veut dire qu'il est très décidé à accéder à l'Élysée. Je plaisante pour Eva Joly, je la respecte également, mais c'est une boutade. Ce que je veux dire quand même, c'est que j'ai l'impression que Nicolas Sarkozy est candidat avec ses propres défauts, alors que Hollande, j'ai l'impression qu'il essaie d'être candidat avec les qualités de Mitterrand. Donc les qualités d'un autre. Quelles sont les qualités, selon vous, justement, que doit avoir avant tout un candidat à la présidentielle? Vous avez parlé de la sincérité. La sincérité, Tahar Benjeloun. l'intégrité.
très important. Quelqu'un qui ne se prend pas pour une star, qui n'a pas un super ego. Écrivez-vous toujours sur le site C'est très du important candidat. ça parce que il faut qu'on soit humain, il faut qu'on revienne vers les gens du quotidien dans la rue. Parce que ce Là, temps... on entend rupture de vous, réclamer une rupture, là, j'ai Oui, l'impression. mais par exemple, c'est vrai ce que dit Yann Moix sur cette espèce d'invasion électronique et technique dans la vie quotidienne de la politique, mais ils ne se rendent pas compte que les gens, le peuple, ce qu'on appelle le peuple, il est un peu dépassé par tout ça. Le peuple, il veut travailler, il veut qu'il n'y ait plus de chômage, il faut qu'il soit respecté, il faut plus qu'il y ait des délocalisations. Enfin, il y a des choses. Et je pense que... Mais le peuple, parfois, dit-on, a besoin, surtout dans ce pays, d'un monarque. Ça, c'est le grand problème de la société française, qui veut à la fois pas une mal, république et s'ils une avaient un monarchie. monarque. Et je pense, moi, pour répondre à votre question, qu'il y a une manière d'être en monarchie en France. C'est la cohabitation. Les Français veulent papa et maman. Ils veulent Sarkozy à l'Élysée et Hollande à Matignon. Et je pense que c'est le gros problème de la société française. Et pourquoi ce serait un problème d'ailleurs? Le régime idéal des Français, c'est la cohabitation. On s'en est aperçu à plusieurs reprises. C'est pas un hasard. Mais là, j'espère qu'il n'y aura pas de cohabitation parce que il y a une alternance normale et que, bon, surtout, j'ai l'impression qu'il faut donner une chance à quelqu'un qui n'est pas très typiquement politique. C'est-à-dire qu'Hollande, c'est peut-être un battant, etc., mais il correspond pas à l'image classique de l'homme politique tueur qui va là, qui est nerveux. Non, il a son propre rythme. D'après ce que je vois, moi, c'est vrai. Ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai adoré que François Hollande prenne son temps quand on lui a reproché de ne pas y aller en décembre. Vous savez, il fallait qu'il intervienne sur les différentes catastrophes. C'est très bien, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qu'il ne se laisse pas impressionner par le temps médiatique et par le temps économique. Qu'il prenne le temps de la décision. Il rectifie un tir qui, à mon avis, était en train de partir. Ce qui est un peu gênant, c'est un peu quand même dans le Parti socialiste, ils ne sont pas très unis. Hein. Personne ne veut qu'il gagne dans le Parti socialiste. J'ai l'impression qu'ils sont en train de l'empêcher. Vous pensez que personne au Parti socialiste ne veut vraiment sa victoire? Je pense que le vœu le plus profond au sein du Parti socialiste aujourd'hui, c'est l'échec de François Hollande. Ils en rêvent tous. J'en suis convaincu. C'est-à-dire que pour hériter d'une situation économique et politique tellement catastrophique, c'est vrai, il va y avoir du boulot. Hein. Alors justement, au niveau des qualités exigées pour affronter ce boulot, qui sera effectivement épouvantable. Il faut d'abord être fou pour se présenter aux élections. Il faut être un peu... non, parce que pour viser cette fonction, il faut avoir une volonté terrible et puis il faut avoir une force physique et mentale extraordinaire. Et aujourd'hui, justement, Nicolas Sarkozy a décrit une sorte de président idéal après lui. Donc, lui, on peut l'imaginer, lors de ses vœux à Lyon. Il a cité les qualités suivantes, ouverture, pragmatisme, qui n'a pas le droit de manquer de courage et surtout qui doit décider rapidement. On a senti le coup de griffe visant François Hollande puisqu'il est critiqué par la droite pour son indécision. Yann Moix. C'est clair que personne ne peut nier à Nicolas Sarkozy sa capacité de réactivité quand il y a un problème économique. Il est sur les dossiers à la vitesse de la lumière. C'est une de ses qualités. Il a tellement de défauts qu'on peut souligner cette qualité. Mais François Hollande, c'est pas forcément un défaut. Il a une autre manière, si vous voulez, de digérer la complexité du monde dans lequel on vit. Il y en a un, il n'a pas compris exactement tous les tenants et les aboutissants, mais il faut prendre une décision. Donc à toute vitesse, il prend la décision la plus adaptée sur un temps court et qui peut-être à terme posera des gros problèmes. Et l'autre a peut-être une vision plus large, plus intellectuelle, qui lui permet de prendre des décisions moins spectaculaires, mais qui s'avéreront peut-être plus sûres dans l'avenir, j'en sais rien. Moi, je trouve que par exemple, Sarkozy, qui a bien sûr des qualités d'intelligence, d'audace et de courage, ça c'est sûr. Mais parfois, il fait les choses, il bâcle les choses. Je donne un exemple très précis parce que c'est quand même très important lorsqu'il a fait cette union pour les pays de la Méditerranée, qui était très importante comme idée. Ça aurait été aujourd'hui, si par exemple cette union avait été bien préparée, bien installé aujourd'hui, face à la crise, face à l'Amérique, tout ça, on aurait été beaucoup plus fort. Mais il a lancé ça comme ça, un show, et après, il est passé à autre chose. Et ça, à mon avis, un président de la République doit poursuivre les choses, creuser les sillons des chantiers qu'il lance. Ce qui n'est pas le cas de Sarkozy, qui est, à mon avis, son problème essentiel, c'est qu'il n'en revient pas d'être là où il est. C'est-à-dire, non, mais franchement, c'est sympathique. C'est quelqu'un. Il est tellement heureux d'être là. Il veut bien sûr continuer. Il est sincère. Mais je pense que
il n'a pas beaucoup de convictions philosophiques profondes. Il a des convictions, bien sûr, d'être là pour servir son pays et tout, mais en même temps, il est dans une position où son ego, son narcissisme est beaucoup plus puissant que l'intérêt national. Alors je précise tous les deux que vous avez été invités à déjeuner à l'Élysée. D'ailleurs, très sympathique, vous avez été très impressionné par la culture affichée par le chef de l'État. Yann Moix a un privilège sur vous. Lui, on a l'impression qu'il a un rond de serviette à l'Élysée. Il a été invité 3 fois. Alors vous devez lui plaire, je ne sais pas, le distraire, non, ou il y a une fascination réciproque, je ne sais pas. On adore Céline tous les deux, par exemple. Voilà. Mais ce que je vais rebondir sur ce que disait Tahar, il y a quelque chose de très intéressant. Effectivement, c'est une boîte à idées. Il a montré qu'on peut encore innover à partir de quelque chose d'aussi ancien et sclérosé que la Ve République et que l'Élysée. À partir de l'Élysée, on peut encore faire des étincelles avec de la nouveauté. Et c'est vrai qu'il se démotive lui-même parce qu'il aime les idées, mais il n'aime pas forcément les accompagner sur le long terme. Et on retrouve... c'est son côté chiracien. Voilà, mais on retrouve... Oui, mais sauf que Chirac, il a eu 2 idées en 25 ans. Surtout, oui. Lui, il a 25 idées en une journée. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se démotive des applications de ces idées par rapport à leur invention. Il préfère l'invention que l'application des idées. Mais il y a autre chose, c'est qu'il veut, au jour le jour, surveiller la puissance médiatique des propositions qu'il fait. Et donc, forcément, quand on navigue à vue, on se laisse impressionner par la doxa. Et c'est aussi ce qui fait sa faiblesse. Quant à la curiosité intellectuelle qu'il a, comme quelqu'un qui s'est fait tout seul, il est également autodidacte en matière de culture, et c'est quelqu'un qui vous dit avec une candeur inouïe, j'ai lu Proust, ça tient la route. Mais c'est pas antipathique. Est-ce que vous avez un intérêt pour d'autres candidats là, qui se présentent, outre les 2 principaux rivaux? Il faut parler des suivants, et notamment eh bien de Marine Le Pen et de François Bayrou, puisqu'on parle d'un jeu à 4 cette année pour le premier tour. Moi, Marine Le Pen me fait peur parce qu'elle arrive à soulever les foules avec des idées creuses, ou alors de la haine et de la peur. Et ça, c'est vraiment très, 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 très inquiétant. J'ai regardé l'autre jour, elle était face à une journaliste de Canal+, et Anne-Sophie Lapix, oui. Oui, ça a été fantastique. C'était vraiment un match de ping-pong, tac, tac, tac. Et là, elle a coincé sur le plan économique, sur les chiffres et tout. Elle était perdue. Alors, elle commençait à crier, à hurler. Et à mon avis, ça, elle a montré qu'il n'avait pas beaucoup de maîtrise de ses nerfs. Surtout que ses dossiers n'étaient pas très bien structurés. Donc, et puis, il y a autre chose, c'est qu'on nous dit que les sondages sont sous-estimés, qu'elle pourrait faire plus. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Il faut qu'on sache un peu pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens vont voter pour un programme xénophobe, au fond, mais il ne les dit pas, ils sont assez malins pour ne pas le dire, économiquement complètement creux, il n'y a rien de... Pour des idées quoi revenir au franc, fermer les frontières, des choses comme ça. C'est quelque chose qui... C'est pas un programme politique sérieux. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Mais elle séduit, justement. Et là, il y a un pouvoir de séduction. Quand l'extrême droite commence à se fondre dans le décor, c'est que le décor est malade. C'est-à-dire que c'est à la fois parce qu'ils font du très bon travail au Front National et parce que nous, on n'est pas assez vigilants. Le Front National est dangereux pour la première fois. Moi, Le Pen m'a fait toujours rire. Le père m'a toujours fait rire. Je veux dire, rire au sens nerveux du terme. Il m'agaçait, mais je n'ai jamais eu peur, si vous voulez, qu'il arrive au pouvoir. Là, c'est complètement mais lui, par exemple, différent. son antisémitisme, il le maquille de façon extraordinaire. Il dit, je ne suis pas obligé d'aimer la peinture de Chagall, ni d'aller à l'anniversaire de Madame Veil. Exactement. C'est-à-dire que c'est quand l'antisémitisme ne se voit plus qu'il est le plus dangereux. Il est à son maximum. Le Front National était à son maximum d'antisémitisme, à son maximum de racisme. Et la preuve en est, c'est qu'il le dissout dans le décor. Et on le voit plus. Et on le voit plus. Ça, c'est plus exactement grave. Comme la veste de Tahar sur ce décor. On ne le voit plus, quoi. C'était une opération de caméléon. Mais il n'y a pas eu une métamorphose. Merci à tous les deux. Bonsoir.